Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire économique Gabon Echo. Gabon Echo reçoit ce jour monsieur Innocent Badouma du journal L'Union et spécialiste des questions économiques. Avec lui, nous allons essayer un peu de plancher sur l'état des lieux de notre économie en cette période de coronavirus, appelé aussi Covid-19. Bonjour, monsieur Badouma. Bonjour. En général, en off, en journaliste, on se tutoie, mais pour ne pas choquer certains de nos éditeurs qui ne comprendront pas pourquoi, on va être obligé de se vouvoyer dans le cadre de cette émission. Alors, comme nous l'avons dit en titre, monsieur Badouma, nous allons faire le tour des questions économiques liées à cette pandémie, à cette période particulière, cette période inédite pour notre jeune nation. Alors, monsieur Badouma, d'entrée de jeu, nous n'avons pas non plus la prétention de couvrir toutes les questions liées à cette pandémie. Nous n'avons pas la prétention, n'est-ce pas, d'être des spécialistes en la matière, mais vu quand même que au quotidien, vous traitez des questions économiques, je pense que vos réponses pourront facilement éclairer l'auditoire gabonais et notamment nos fidèles auditeurs de Gabon Echo. Alors tout de suite, monsieur Badouma, nous allons parler d'entrée de jeu des questions liées aux décisions prises par les pouvoirs publics pour aider, n'est-ce pas, les Gabonais dans cette situation difficile. Allons-y tout de suite, parler par exemple du secteur transport. Nous avons vu la mise en place par les pouvoirs publics de transport gratuit par la société Transurb, Transakanda et Sogatra. Votre commentaire par rapport à cette décision? Avant même de rentrer dans le vif du sujet, il faut préciser que la crise sanitaire liée au coronavirus s'accompagne des répercussions économiques. Il faut d'abord le préciser comme ça. Tout à fait. Parce que pour freiner le virus, il ne faut pas que les gens se déplacent. D'accord. Et donc quand les gens ne se déplacent pas, ils ne peuvent pas aller dans les entreprises, ils ne doivent pas être ensemble, donc pour éviter une propagation rapide, donc la distanciation. Tous ces éléments amènent parfois à fermer des entreprises, fermer des pans entiers. Et donc les gouvernements des pays impactés par la maladie sont obligés de prendre des mesures pour soutenir l'économie, pour faire en sorte un minimum d'activités essentielles continues. Et dans ce cadre, justement, le transport fait partie de cela. Donc le gouvernement a mis en place une mesure pour permettre aux travailleurs des secteurs essentiels de se déplacer. Et là, 3 sociétés, on va dire, quasiment étatiques ont été actionnées, Transurb, Akanda et l'ancienne Sogatra. Les sociétés se sont réparties les zones. Ce qu'on a constaté, c'est que si la mesure est louable, sa mise en application a connu de lenteur. Elle était poussive, hein? Oui. Il a fallu multiplier les rencontres entre les dirigeants de ces 3 entreprises et le ministre des Transports pour s'accorder. Au sorti de cela, les 3 entreprises se sont réparties les zones. Donc, Transakanda est resté dans la ville d'Akanda, Transurb essaie un peu de lier certaines communes et Sogatra a dû prendre la zone allant jusqu'en Toum. Donc, ils se sont répartis comme ça. Mais dans les faits, cela a été très difficile. Parce que j'estime, ou je crois, l'une des raisons essentielles, c'est qu'il y a une question de fonds de roulement. Donc avant même que la mesure ne soit prise, on sait que Sogatra assurait difficilement sa mission de transport public. Transurb était en latence. Tous les papiers étaient faits administrativement, ils avaient lancé un recrutement, mais la société n'était pas encore opérationnelle. Donc là aussi, il a fallu du temps pour que l'entreprise démarre. Katakanda, c'est une vieille entreprise, en fait une entreprise qui fonctionne bien, mais on ignore beaucoup de choses de son capital, de son fonds de roulement. Toujours est-il qu'on a constaté que l'acheminement ou le transport était difficile. Voilà, dans l'application. Oui, mais M. Badouma, justement, si on veut coller à l'actualité, l'initiative de prime abord est salutaire, mais déjà quelques jours de sa mise en service au public, déjà un mouvement d'humeur au niveau de la société Transurb. Comment vous l'expliquez ? Vous qui suivez au quotidien un peu l'actualité de ce genre d'entreprise. C'est plusieurs paramètres. Transurb avait lancé un recrutement. Mais là encore, j'ai dit, le coronavirus est venu accélérer la mise en activité de Transurb. Donc j'imagine que dans ce contexte-là, il y avait des éléments qui n'étaient pas complètement affinés au niveau du staff management. Il a fallu réguler un certain nombre de principes, les primes, parce que ailleurs, par exemple en France, en Chine, il y a eu des primes des risques
liés notamment au fait que les transporteurs soient exposés. Absolument. Voilà. Donc tous ces éléments-là ont dû soulever les mouvements d'humeur, les cahiers des charges, la signature de contrats. C'est un ensemble de choses qui ont fait en sorte que certainement ces employés entrent en grève. Donc ces mouvements d'humeur, je crois que c'est par rapport à la préparation même du personnel. Est-ce que le personnel avait pris tous les engagements? Est-ce que tous les contrats de travail ont été signés? Est-ce que toutes les mesures de précaution, le fonds de roulement, etc., etc. Donc tout cela, effectivement, il y a eu un démarrage dans la foulée. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas pris en compte, qui ont fait en sorte que les travailleurs puissent poser cela au-dessus de la table. Monsieur Badoumou, juste dans le même élan, dans la même veine, mauvaise langue, hein, c'est nous qui les appelons comme ça, mauvaise langue, nous sommes dans une radio de service public, se disent, mais pourquoi l'État se disperse-t-il, n'est-ce pas, en sectionnant ou en ayant plusieurs entreprises dans le même domaine? C'est vrai qu'elles ont des particularités par rapport à leur activité sectorielle, par rapport aux différents secteurs géographiques qu'elles desservent. Alors, cette mauvaise langue diront que pourquoi ne pas restructurer Sogatra pour n'en faire qu'une seule structure? Votre commentaire là-dessus? Bon, la structuration ou la restructuration de la Sogatra était déjà en marche. À Kanda, c'est d'autres personnes qui ont lancé Transakanda. Donc, c'est notamment le maire suspendu ou sortant qui avait lancé Transakanda. Donc, il y avait une philosophie, une démarche derrière Transakanda qui était desservie. Quant à Transurb, je pense que ce sont des capitaux privés d'abord au départ. Ensuite, il y a eu un transfert de propriété des bus à des privés qui se sont mis en place. On a vu dans l'Union, par exemple, des annonces faisant appel à des recrutements. Mais là encore, on ignore très peu. Donc, c'est trois entités différentes. Le mal n'est pas dans le fait d'avoir plusieurs entités. Le mal, c'est dans la capacité de ces entités à couvrir concrètement dans les zones. Moi, j'habite à Kanda. Il m'est difficile, en temps de couvre-feu passé, il m'a été difficile de me déplacer d'un point à un autre à l'intérieur d'Akanda. Donc, il y a des zones, par exemple, allant vers le stade, qui n'ont pas été couvertes. Transurb, c'est la même chose. Je pense que la répartition avait son sens, parce que les gens devaient être transportés en moins, mais c'est dans le management. Sogatra, comme vous le dites, souffre. On parle de la structuration de Sogatra depuis 3 ou 4 ans. Mais rien de concret, on va dire, de positif ne soit sorti de cette restructuration. Malheureusement. Pour plusieurs raisons. On a eu à Sogatra des recrutements, on va dire, des recrutements politiques. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les ministres passaient à la tête, que les directeurs généraux se succédaient, chacun amenait sa vague, par exemple, du personnel, quoi. Du personnel. Et donc, du coup, ça alourdit la machine. Et demander à restructurer Sogatra, c'est aller au fond des choses. La qualité des bus. Est-ce que ces bus sont adaptés au transport en public, au réseau routier gabonais aussi, hein? Voilà, au réseau routier, etc., etc. Oui. Donc, il y avait un certain nombre de paramètres. On a vu, du temps d'un certain nombre de directeurs généraux, la Sogatra tenter d'aller vers l'intérieur du pays. Donc, de faire l'interville. Makoukou, OIM, Mouila, c'était une stratégie de redéploiement. Mais sauf que, avant de se redéployer à l'intérieur du pays, la Sogatra n'avait pas résolu le problème du transport à l'intérieur même de Libreville. Absolument. Et donc, comme on le dit en économie, un faible plus un faible ne fait pas un fort. Ça fait deux faibles, c'est tout. Absolument. Donc, si les sociétés, au départ, avaient des problèmes, par exemple, pour Transurb, je ne suis pas un savant, mais est-ce qu'on a réuni tout le fonds de roulement nécessaire? C'est-à-dire pour payer les salaires, pour payer le carburant, etc. Est-ce que ces entreprises étaient dotées? Est-ce que les pièces détachées et tout le reste? Détachées, voilà. Donc, tout ça, ça posait problème. On s'est lancé parce que le Covid a imposé qu'on aille. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas, à mon avis, prêts pour permettre à ces sociétés de fonctionner de manière optimale. Monsieur Badouma, restons toujours dans le domaine du transport. Je voudrais toucher le transport maritime et fluvial. Pourquoi pas après le transport aérien, sachant que notre pays ne dispose plus d'une compagnie aérienne. C'est l'un des couacs qui a retardé le rapatriement de nos compatriotes de l'étranger au Gabon. Comment pensez-vous que les entreprises locales qui exercent dans le transport fluvial et maritime, pour ne parler que de ce plan de transport, comment pourraient-elles, ces entreprises, sortir, on va parler terre à terre, de manière triviale, sortir vivantes de cette période qui ne fait que perdurer, sachant que il y a des charges au niveau du personnel, certaines entreprises vont louer des locaux. Est-ce que ces entreprises seront comprises ou vont être comptées au niveau du ministère de l'économie qui est censé apporter une aide à ces différentes entreprises? Votre commentaire par rapport à ce pan du transport maritime et fluvial, par exemple, pour ne rester que là-dessus. Une chose est sûre, c'est que la crise sanitaire aura un impact réel et négatif sur ces entreprises-là. Déjà, au départ, c'était des entreprises quand même, disons-le, qui fonctionnaient sur lisière de la lame. Sur la KNKR. Donc, et là, la crise est venue encore percuter ces entreprises-là dans leur fonctionnement. Les charges fixes, oui, sont là.
Il faut payer le courant, il faut payer la location des entrepôts en attendant la reprise. Et même là encore, nous ne savons pas exactement quand est-ce cette reprise aura lieu. Mais il y a eu, par exemple, la suite, c'est-à-dire que ces entreprises, côté transport humain, pour ceux qui transportent des humains, c'était quand même l'arrêt. Maintenant, côté fret, il y a eu autorisation par le gouvernement de continuer à transporter les marchandises, notamment pour ne pas créer des pénuries pour ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits. Mais le gouvernement a prévu des compensations. Aujourd'hui, il y a un comité qui a été mis en place par le gouvernement, une cellule, pour réfléchir sur une mesure d'accompagnement. Concernant le secteur maritime, nous n'avons pas encore suffisamment d'informations pour savoir comment ces entreprises peuvent-elles être soutenues. Nous avons entendu parler des allègements des impôts pour les entreprises qui vont continuer à travailler. Mais comment cela va se faire concrètement, on ne sait pas. Et tout dépendant du cratère, du creux que la crise va occasionner dans le fonctionnement, dans les comptes de ces entreprises-là. Donc, on ne mesure pas encore l'impact. Hier, j'interrogeais le ministre de l'économie qui disait que pour l'instant, il est précoce de donner une évaluation de l'impact. Voilà. Donc, il faut attendre pour savoir à quel creux, quel fossé faudra-t-il combler pour que ces entreprises reviennent à flot. Déjà qu'elles étaient, je dis bien, souffrantes avant la crise. Monsieur Badouma, nous constatons que dans les pays occidentaux, ou même certains de nos voisins, ont pris des dispositions anticipées, soit en construisant des nouveaux locaux pour recevoir les malades, là où nous abordons l'aspect santé, pour recevoir les différents malades. Enfin, on parle souvent de manque d'appareils respiratoires ou de manque de lits. Alors, Monsieur Badouma, pourquoi le Gabon n'anticipe-t-il pas déjà, par exemple, en créant une sorte de partenariat public-privé avec les structures privées au niveau de la santé? Parce que personne n'en a parlé à ce jour, et quand on regarde au niveau des actualités, par exemple télévisées, ou même lorsqu'on lit le journal L'Union, on réalise que en ce moment, les malades qui sont le plus pris en charge sont ceux qui sont les victimes du Covid-19. Votre analyse par rapport à cet aspect? Pourquoi on n'anticiperait pas en créant une espèce de partenariat public-privé avec les cliniques existantes déjà, qui ont été inspectées il n'y a pas très longtemps par le ministre sortant de la Santé sur la viabilité de ces différentes structures, pour permettre aussi à ces structures-là d'avoir une aide de l'État pour accueillir. À partir du moment où on parle de gratuité, c'est l'avant-dernier Conseil des ministres qui parlait de la gratuité des patients victimes de Covid-19. Dans certains pays, notamment la Chine, dès que la maladie s'est produite au Wuhan, l'État s'est lancé dans la construction en 10 jours d'un hôpital. Au Maroc aussi. 20 jours aussi, un hôpital en a suivi. Oui. Avant même que la crise n'arrive, sur ma page Facebook, j'avais attiré l'attention du gouvernement en disant qu'il fallait identifier des structures, pour accueillir les malades sévères, pour accueillir les personnes infectées et contaminées, les mises en quarantaine, parce que c'est différent. C'est pas parce qu'on a le virus dans le corps qu'on est forcément malade. Absolument. On peut le porter. 85% des personnes portent le virus à l'étranger. Ça, ce sont les statistiques de l'étranger, sans manifester quoi que ce soit. Ils se sentent bien. C'est 10% qui ont des fièvres et 5% deviennent critiques et meurent. Donc, par rapport à ça, j'avais attiré l'attention du gouvernement, non seulement pour avoir des équipements spécialisés pour le personnel médical, il fallait aussi imaginer des structures pour accueillir ceux qui seront détectés positifs. Tout à fait. Et ensuite, une structure pour traiter les malades. Bon, le gouvernement a pris ses dispositions. Les 2 hôpitaux militaires, celui d'Akanda et celui du PK9, ont été désignés pour accueillir les maladies du Covid. Après, je crois qu'il y a eu l'ajout du CHUL, l'ancien centre hospitalier de Libreville. Et, comme vous le dites, il y a eu prospection. En RD Congo, par exemple, les cliniques privées ont été associées pour accroître la capacité d'accueil des malades. Parce qu'on suppose qu'à un moment, ça peut déborder. Absolument. Et en cas de débordement, les prises en charge seront aussi faites au niveau privé. Au niveau du Gabon, c'est la politique, je ne peux pas répondre à la place des gouvernants, mais les gouvernants ont décidé de confier la gestion des malades aux hôpitaux de santé militaire, donc celui d'Akanda et celui de Libreville, peut-être pour les questions de discrétion. Les militaires sont plus discrets que, par exemple, les civils. On a vu que quand un cas s'est déclaré au niveau de la clinique El Rafa, tout de suite, le pays était informé. Maintenant, ce qui se passe au niveau des hôpitaux militaires, très peu informés, si ce n'est les informations données par le COPIL. Donc là, c'est une stratégie mise en place par le gouvernement. Est-ce qu'elle est fructueuse? Est-ce qu'elle est différente? Le gouvernement, les assemblées, les 2 chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale ont interpellé le gouvernement, disant qu'il devait être un peu plus clair sur la stratégie sanitaire mise en place pour la prise en charge du Covid. Donc ce qui dit que quelque part, et le Premier ministre l'a reconnu, qu'il y a eu des manquements, donc il y a eu des manquements et le gouvernement certainement va corriger.
Monsieur Badouma, nous allons toucher le domaine des télécommunications, parce qu'à ce niveau aussi, il y a une forme d'attente entre le gouvernement, et Gabon Télévision par exemple, et même l'ARCEP et les entreprises de téléphonie mobile, afin de faciliter le téléenseignement et certainement le télétravail. Alors, mais ne pensez-vous pas que cette mesure, qui est salutaire, somme toute, serait en même temps discriminatoire, sachant que l'accès, déjà, au courant n'est pas à 100% dans notre pays. Puis, l'accès aux produits, j'allais dire Android, qui pourraient permettre, n'est-ce pas, aux enseignants, aux élèves, et même encore aux enseignants, parce que beaucoup d'enseignants ne disposent pas forcément d'un téléphone Android. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mesure est presque utopique? Même si c'est la télévision, l'enseignement se fait par la télé, mais l'accès à la télévision, à l'intérieur du pays, n'est pas toujours à 100%, va-t-on dire. Voilà. Il faut peut-être préciser ça pour ceux qui ne connaissent pas les termes. Téléenseignement, absolument, c'est oui, enseigner à distance, à travers soit la télévision, soit des médias, le téléphone. Absolument. Le télétravail, c'est travailler à distance. C'est-à-dire vous êtes employé d'une entreprise, mais plutôt que de venir à l'entreprise, vous travaillez depuis votre domicile. Alors, s'agissant par exemple du téléenseignement, effectivement, le gouvernement a mis en place des programmes d'enseignement par télévision et il y a aussi par une plateforme xgest.com. Exactement, voilà, le logiciel du ministère de l'Éducation nationale. Qui a été mis en place par l'Éducation nationale où il y a des cours et donc c'est à l'étudiant ou à l'apprenant d'aller sur ce site, de se faire enregistrer et de suivre le cours, qu'il s'agisse de l'histoire géo, de la mathématique, etc., sciences physiques. Oui, ça a été bien pensé, mais sauf que le téléenseignement n'est déterminant, n'est efficace que si les parents aussi suivent. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il y a une question aussi tripartite et la responsabilité du parent. D'ordinaire, quand il y a enseignement, nous envoyons l'enfant à l'école et beaucoup de parents estiment que bon, l'école a fait son boulot, je regarde un peu. Mais dans le cas du téléenseignement, il faut vraiment que les parents s'investissent dans l'accompagnement de l'apprenant à la maison. C'est-à-dire qu'après avoir suivi son cours de télévision, le ministère a demandé à certains établissements, sinon à la totalité, de mettre en place des groupes WhatsApp. Ma fille, par exemple, elle est en 3e et elle est dans un groupe WhatsApp où l'enseignant de l'établissement, de la matière dispensée à la télévision, vient compléter les informations. Et là, il y a un échange au sein du groupe des exercices. Et après, il y a une évaluation qui est faite. Mais tout ça, c'est nouveau, il faut le dire. Même en Chine, en France, aux États-Unis, il y a eu la pratique de téléenseignement. Mais on passe d'un modèle à un autre, un enseignement présentiel, donc il faut être présent pour suivre devant un professeur, à un enseignement à distance. Donc, à travers la télévision, déjà, l'élève ne peut pas poser toutes les questions. L'élève enregistre et suit. Ce qui est contraire, c'est pas interactif. C'est pas interactif, absolument. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, monsieur, oui, à tel endroit, j'ai pas compris, essayez de vous arrêter, revenez. Donc, à ce niveau, c'est vrai, bon, les enseignants d'établissement vont compléter à travers les groupes WhatsApp, mais est-ce que tout le monde a la télévision? Ça, c'est les questions fondamentales. Même dans le groupe WhatsApp, il faut avoir le forfait. Donc, si l'élève n'a pas le forfait, ne peut pas se connecter et donc ne peut pas suivre le complément d'enseignement. Et donc, il y a un manquement à ce niveau. Et quand vous êtes pour ne pas dire à Mécambo, etc., parfois, la navigation Internet est difficile. Tout à fait. La navigation Internet est difficile, moindre petite pluie, brouillard, effectivement, vous n'avez pas accès à un téléphone. C'est vrai aussi pour les extrémités. Même à l'intérieur de Libreville, vous avez des zones qui ne sont pas couvertes. Absolument. Et il faut aussi que l'élève ait accès à l'électricité pour suivre la télévision. Donc, forcément, oui, cette mesure sera discriminatoire parce que tout le monde n'a pas le téléphone Android pour avoir une connexion, etc. Oui, tout le monde n'est pas habitué à ce genre nouveau parce qu'il y a des élèves qui sont habitués à manipuler le téléphone, d'autres qui se sont vus dans l'obligation d'acheter les téléphones et d'essayer de voir comment ça fonctionne WhatsApp, comment ça fonctionne, c'est quoi la connexion et comment suivre le forfait. Il aurait été souhaitable à ce niveau aussi que le gouvernement voit avec les entreprises de téléphonie mobile comment accorder une gratuité comme pour la SCG, une gratuité de la connexion Internet à ses apprenants. Ça, ce qui n'a pas été le cas et beaucoup aujourd'hui ne suivent pas le programme de répétition mis en place dans les groupes de travail. Je rappelle que le ministère avait donné une directive, un cours est dispensé à la télévision, Gabon Première, et ensuite, dans les établissements, les enseignants organisent des groupes par classe, WhatsApp, où ils expliquent davantage et les étudiants, les apprenants viennent poser des questions, ils expliquent, ils font des exercices. Donc si un élève n'a pas accès à WhatsApp, n'a pas un téléphone pour se connecter, naturellement il ne suit pas les explications et donc quelque part il est désavantagé par rapport à ceux qui en ont les moyens. Gabon Echo,
votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Pour les auditeurs qui nous prennent en cours, nous voulons simplement vous rappeler que vous êtes sur Gabon Echo, qui reçoit ce jour Monsieur Innocent Badouma, qui est journaliste au journal L'Union, spécialiste des questions économiques et ancien conseiller de membre du gouvernement. Avec lui, nous essayons un peu de faire le tour des questions liées un peu aux conséquences de la pandémie du coronavirus dans l'économie de notre pays. Et nous avons essayé d'éplucher quelques questions liées au secteur transport, notamment maritime et fluvial. Et là, tout de suite, nous parlons un peu de l'initiative prise par les pouvoirs publics par rapport au téléenseignement. Mais maintenant, nous allons passer au télétravail, qui est justement, vous l'avez si bien dit, le travail à distance. Mais de manière générale, le travail à distance ne touche que le secteur, on allait dire, tertiaire. C'est juste. Est-ce que là encore, il n'y a pas une autre forme de discrimination, sachant que nous sommes un pays de développement où c'est plutôt la production qui prône. Votre commentaire là-dessus? Oui, le télétravail, il est adapté à des entreprises où on peut envoyer sa contribution à distance, c'est-à-dire les entreprises de tertiaires, notamment la réflexion, à écrire, etc. Oui, on peut être secrétaire d'une direction et travailler à distance. Donc on reçoit des ordres soit par mail de son patron et on renvoie, on peut être chef de service, on travaille à distance. Mais le télétravail effectivement est adapté par exemple à la communication. On peut faire sa production depuis la maison si on a du matériel de qualité et l'envoyer à la régie pour diffusion. Absolument. Ça aussi, ça fonctionne. Le métier de journaliste, moi-même, quand la crise a déclaré, j'ai dû coordonner un certain nombre d'activités depuis la maison, mais il fallait que je dispose de l'outil, de la connexion Internet, etc. Donc ça, ce sont les conditions pour le télétravail. Et même dans certains domaines, quand vous avez des serveurs et que vous n'avez pas le serveur chez vous à domicile, le serveur c'est un moyen de mettre de l'information ou un document pour que tout le monde ait accès à ce document-là. Voilà, donc il faut avoir ce serveur, sinon vous ne pouvez pas le mettre dans le serveur de l'entreprise. Et oui, donc l'expérimentation du télétravail a été difficile, il faut le dire. Bon, pour l'instant, il est difficile de faire une évaluation exhaustive du télétravail. Certains journalistes ont télétravaillé. Dans d'autres secteurs, le secteur industriel, le télétravail n'est pas adapté. Dans les pays où la technologie est très poussée, notamment en Chine, notamment en Corée, on a vu des gens travailler depuis chez eux, mais des pilotes, c'est-à-dire que des entreprises industrielles où il y a des machines, des robots qui produisent. À ce moment, on peut suivre la programmation des robots depuis chez soi. Ça, c'est possible. Mais dans les entreprises à faible technologie où il y a une forte main-d'œuvre, les productions en chaîne, comme une usine de mettre la farine en sac ou produire du ciment en sac, il faut être présent. Et là, le télétravail n'est pas adapté. Justement, l'antithèse de ce que nous venons de voir, ça nous amène sur le domaine agricole. À ce niveau, est-ce que, au-delà des dispositions prises par les pouvoirs publics, sur le ministère de l'Agriculture ou le ministère du Commerce, pour ne parler que de ces deux ministères, est-ce que vous ne pensez pas qu'à la longue, le Gabon ne pourrait pas connaître une pénurie de certains produits alimentaires, produits agricoles par exemple? Votre commentaire là-dessus? On a constaté par exemple que... Il manquait de la farine de manioc à un moment donné. Il manquait du manioc, il manquait de la banane. La banane aussi, oui. Oui, pas seulement parce que le gouvernement avait freiné. Donc il fallait savoir qui pouvait circuler. Et le gouvernement avait pris la mesure selon laquelle il fallait disposer d'une autorisation de circuler pour aller prendre la banane là où elle est produite et la ramener vers le niveau de marché. Et donc, en attendant, la délivrance de cette autorisation de circuler a pris quand même quelques temps pour certains opérateurs économiques, d'où le manque d'aliments qu'on a constaté. Mais avant ce manque-là, il y avait effectivement des questions liées au transport. Il ne faut pas non plus l'oublier, c'est-à-dire que les commerçants grossistes qui allaient prendre la banane à la frontière et dans les zones de production comme la Rimboué se plaignaient de ce qu'il y avait une multiplication des contrôles. Donc il y avait ça avant la crise. Et quand la crise arrive, il y a la question de qui doit circuler avec la marchandise. Il faut une autorisation. Et là, le protocole voulait que ce soit 3 ministres qui signent, le ministre du Commerce, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Et donc, tout ce circuit a fait en sorte qu'il y a un tassement ou un embouteillage pour obtenir le document. Et donc, pendant ce temps, les produits alimentaires manquaient. Mais la maladie a impacté plus les entreprises industrielles. C'est-à-dire qu'il y a les questions de distanciation sociale,
comment transporter les employés pour les grandes structures telles qu'Olam, comment transporter les employés dans les champs, comment les ramener. D'ordinaire, ils pouvaient transporter 50 dans un véhicule et là, il fallait réduire les quantités, donc augmenter le nombre de tours. Donc tout cela a impacté effectivement la production agricole. Il y aura un impact forcément sur la production agricole. Le directeur général de la Kestab, M. Mboutsou, m'a accordé une interview où il montrait effectivement que le Covid allait avoir un impact négatif sur la production du café et sur la production du cacao. Mais la Kestab a prévu un plan de relance, donc dès qu'il y a des confinements, dès que les activités commencent, ils sont censés rebooster l'activité. Donc oui, il y aura un impact sur l'activité agricole. On l'a vu, par exemple, en Italie, pays le plus touché, on a vu des betteraves qui pourrissent dans les plantations parce que les gens ne peuvent pas sortir, aller récupérer ces récoltes-là. Donc il y a un dépourrissement. Aujourd'hui, le PAM, le Programme alimentaire mondial, attire l'attention du monde. La FAO aussi attire l'attention, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, attire l'attention des pays en disant, si vous ne prenez garde, il pourrait y avoir des pénuries dans certaines régions du fait que les productions sont ralenties ou que les récoltes sont en train de dépérir dans les plantations. Monsieur Badima, en parlant de plan tout à l'heure, vous m'avez fait tout de suite penser à ce fameux comité de suivi des affaires économiques et sociales annoncé justement au lendemain de la pandémie, la crise annoncée par les pouvoirs publics. Alors ce comité, on ne va pas lui demander, n'est-ce pas, de réagir ou d'intervenir comme le comité scientifique qui est omniprésent au niveau des médias. Ce comité nous semble fantoche. On ne sait pas qui le compose, comment il fonctionne, quelle est la stratégie mise en place. Vous qui suivez au quotidien ce genre d'actualité, pouvez-vous nous en dire un mot? Effectivement, un comité a été mis en place. Il faut dire que la crise sanitaire et le coronavirus, c'est comme une pièce de la monnaie. D'un côté, vous avez là où c'est écrit 100 francs, donc les chiffres, et de l'autre côté, vous avez les cornes, représentant le cycle de la BAC. Mais pour qu'une pièce de monnaie soit valable, il faut que les deux surfaces existent. Absolument. Si vous grattez l'une, vous allez voir que la pièce de la monnaie va perdre sa valeur. Et donc, c'est la même chose. Le Covid a un aspect sanitaire, la propagation de la maladie, mais l'autre versant de la maladie, c'est le versant économique, qui sont intimement liés. On a dit que pour freiner la propagation du virus, il ne faut pas que les gens se déplacent, il ne faut pas qu'ils produisent, il faut qu'ils soient immobiles, le maximum. Comme ça, pendant 15 jours, la maladie peut passer. On va dire, le virus ne va pas se propager, et puis le taux d'infection baisse. Mais pendant que vous arrêtez tout, vous êtes confiné chez vous, l'économie ne fonctionne pas. L'État a effectivement pensé à la mise en place d'un comité. On l'a vu, ça a été annoncé. Comité pour préparer la relance, éviter que l'impact soit très important sur l'économie nationale. C'est certainement un comité interministériel qui est présidé par le ministre de l'économie, parce qu'on parle d'abord d'économie. L'économie, absolument. Oui, mais après, à côté du ministre de l'économie, il y a tous les ministères productifs. Exact. Donc on va trouver le commerce, on va trouver l'industrie, on va trouver en tout cas tous les ministères qui contribuent à la productivité, à la production de la richesse. Comment il fonctionne juste aujourd'hui? On a vu aussi ça et là quelques réunions démarrer. Mais on sait très peu sur les stratégies, par exemple. Sur les stratégies mises en place. Il n'y a aucune communication. On va attendre de voir. On espère simplement que le gouvernement a du bon sens et que ce comité va réellement jouer son rôle. Et justement, dans la même veine, nous avons vu dans les médias l'audience accordée par le Premier ministre, aux anciens Premiers ministres, Raymond Dongsima, Casimir Oyemba, et même au professeur Ondosa. C'était un quartier-10, mais c'était juste de la com, parce que, comme dirait l'autre, les retombées, on ne sait pas, cette audience a produit quoi? Pour quel effet? Est-ce que ces anciens premiers ministres, le professeur Ondosa, ont été associés à ce fameux comité? On n'en sait pas grand-chose. Peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Là, je suis pas dans les secrets de Dieu non plus. Oui. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'initiative était bonne, de l'associer. C'était de prendre, recueillir des avis de ces personnalités, qui sont d'abord des personnalités économiques. Monsieur Oyemba a été ancien gouverneur de la BAC, il a été ministre de l'économie, Premier ministre, donc il a une certaine culture, une certaine vision aussi des choses économiques. Indemne pour le Premier ministre Dongsima, que l'on sait, que l'on appelle le redresseur. Donc pour avoir redressé un certain nombre d'entreprises et pour avoir dirigé des ministères productifs tels que l'agriculture, Souali Bongo Ndimba. Professeur Ondosa, on le connaît, il regarde l'économie à travers les théories et les mécanismes de redressement, donc son avis aussi était judicieux, mais je crois que c'est des avis. Maintenant que c'est au gouvernement de voir comment recueillir tous ces avis et en faire une cuisine intérieure. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place au terme de ces rencontres sectorielles? Ça, on le sait très peu. Donc, le gouvernement ne viendra pas dire telle idée provient de telle autre. Mais il est important de recueillir l'avis, et ça a été une démarche favorable, de recueillir l'avis de tout le monde
pour pouvoir mettre en place un plan après Covid. Quel est ce plan? Nous attendons que le gouvernement communique sur la question. Monsieur Badouma, il y a un aspect sur lequel on n'insiste pas assez, c'est au niveau de l'informel. Apparemment, c'est le parent pauvre. On va dire, en fait, ceux qui sont dans l'informel ont tort d'être dans l'informel. Comment soutenir ce genre d'économie, sachant que ce sont des pères et des mères de famille aussi qui exercent dans l'informel et que l'informel existe partout dans le monde entier? Informel. Vous voyez que quand vous parlez d'informel, je me touche le fond. Je touche mon fond parce qu'en fait, dans un pays de droit, c'est quand même assez malsain de parler d'informel. Tout le monde doit travailler. Informel, c'est ceux qui ne sont pas déclarés. Absolument. Oui, mais pourquoi ils ne sont pas déclarés? Dans un passé professionnel, j'étais effectivement conseiller en communication du ministre de PME et de Commerce. Et là-bas, avec l'appui, parce qu'on recherchait des moyens, comment sortir ces gens du secteur informel, on avait trouvé que l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, avait prévu un statut d'entrepreneur. Et donc, entrepreneur, c'est quoi? Vous faites une déclaration. Si vous faites des gâteaux, comme on appelle maman gâteau, maman lait, etc., ou papa cordonnier, vous êtes cordonnier, vous faites une demande et vous avez le statut d'entrepreneur qui vous permet, c'est un statut en dessous de celui d'entreprise individuelle. D'accord. Des activités comme ça, on peut le mettre à l'intérieur. Bon, bref, ça c'est une parenthèse, mais l'idée de manière globale, c'est que, en fait, ce qu'on appelle informel aujourd'hui au Gabon ou partout en Afrique subsaharienne, c'est des activités à part entière. Vous allez en Europe, on va vous parler d'artisans. Le boulanger, celui qui fait on a vu ce qu'on appelle les pains béninois, les pains à 200 francs à Libreville. Absolument. Voilà, ces pains-là, ce sont des artisans qui fabriquent. Ils sont encadrés. Voilà. Donc, il faut encadrer. C'est des activités qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. La preuve, c'est que les municipalités, les mairies, etc., prélèvent des redevances sur ces activités-là. Donc, ça rapporte de l'argent. Ça crée de l'emploi, ça évite le chômage. Les restaurants ont été fermés, les cordonniers, les salons de coiffure, les salons de pédicure, manucure. Voilà. Donc, toutes ces activités-là, effectivement, ont été impactées par le Covid. J'ai eu à échanger avec le patron des DG, Épargne du Gabon, qui est un établissement de microfinance. Il m'a dit que de manière globale, et il l'a répété, les établissements de microfinance travaillent avec ces opérateurs économiques. Vous allez dans le compte, dans le livre de compte, vous trouverez beaucoup de ces opérateurs-là qui ouvrent peut-être les comptes à titre individuel. C'est-à-dire qu'avec mon identité, Gérard Malékou, voilà, tu ouvres ton compte et tu verses, tu fais des versements. Il y a même un suivi de ces opérateurs économiques par les établissements de microfinance. C'est-à-dire qu'ils vont chaque fois, ils ont mis en place des mécanismes pour aller prendre l'argent chaque soir, pour prélever et pour épargner pour le compte de ces entreprises. Ce qu'on appelle Papa l'a dit. C'est-à-dire vous donnez 3 000 au terme de la journée d'activité. Et donc, les établissements de microfinance ont une vision de ce secteur informel qui est aujourd'hui impacté. Et les établissements de microfinance au Gabon sont prêts à soutenir ces petits opérateurs économiques dès que le déconfinement sera effectif. On a vu que le gouvernement a pris la décision de réouvrir petit à petit ces établissements. Pour l'instant, les bars ne sont pas encore autorisés, les hôtels non plus ne sont pas encore autorisés, mais un certain nombre de petites activités ont été autorisées à réouvrir. Et donc, à cela, il faut un accompagnement. Si on les accompagne pas, le 1 mois qu'ils ont suivi de état d'urgence a impacté leurs activités. Donc, il faudra mettre en place des financements. Et je crois qu'au niveau des établissements de microfinance et des jeunes notamment, j'ai interrogé son directeur général, ils sont disposés aujourd'hui à voir comment accorder des facilités pour permettre à ces entrepreneurs, à ces petits opérateurs économiques de reprendre de l'activité. Mais là, il faut que le gouvernement encadre. Absolument. Le gouvernement doit mettre en place, si ce n'est un fonds de garantie, mais un fonds de couverture de risque. Parce que, oui, les établissements de microfinance peuvent financer, mais eux, ils sont guidés par le besoin de faire réaliser des bénéfices. Et donc, c'est à l'État de voir comment travailler ensemble pour que, effectivement, ces établissements de microfinance accompagnent la reprise d'activité du secteur dit informel. Et pour la petite information, hier s'est tenu à Libreville, par visioconférence, le Conseil économique et financier. Donc, sur la présidence du ministère de l'économie, il y avait la présidence du ministre du commerce également. Et là, on a assisté pour la première fois à la participation de la Fédération des établissements de microfinance. Je pense qu'ils ont été intégrés dans l'approche pour qu'à la fin, les établissements de microfinance puissent accompagner le secteur dit informel, un mot que je n'aime pas du tout. D'accord, je vous comprends parfaitement parce que lorsqu'on est en économie, d'aucuns diront que oui, bon, Paris ne s'est pas construit en 3 jours, mais bon, ce n'est pas une raison pour... On peut parler de l'économie au noir.
À la limite, voilà. Oui, voilà. c'est-à-dire que quelqu'un mais qui n'est pas encouragé. Voilà, qui n'est pas encouragé, quelqu'un qui fait des activités, qui ne veut pas déclarer pour des raisons parce que soit c'est mafieux, soit il ne veut pas payer d'impôts. D'accord. Mais parler des secteurs informels alors que la loi a tout prévu, bon là ça devient... On avait laissé cela. Il y a une semaine, j'étais au ministère du Commerce pour dire, mais c'est quoi le statut d'entrepreneur, à quel niveau? On m'a dit oui, ça rentre en application bientôt. Donc ça fait 4 ans quand même. Ça devient un peu long. Ça devient un peu long. Qu'on devait avoir le statut d'entrepreneur qui devait permettre en fait de couvrir. C'est quoi le statut d'entrepreneur? C'est reconnu par l'OHADA. Vous faites une déclaration au ministère du Commerce qui l'envoie. Vous avez un numéro qui vous permet d'être enregistré au registre du commerce. Bon, là encore, il faut que les choses soient faites et d'être reconnu par le ministère de l'économie. Donc, avec ce registre, vous pouvez vous couvrir socialement. Donc, couverture sociale de l'entrepreneur, faire des versements pour votre retraite. Mais ça, c'est des opérations qui devaient être faites rapidement. C'est du papier à signer. Et je vous dis, j'étais là-bas en 2016, nous sommes en 2020. Le statut de l'entrepreneur est encore en mise en œuvre. Mais c'est l'occasion aussi pour nous, amis auditeurs, d'interpeller, on va dire, tous ceux qui sont dans le secteur du noir, qui sont dans l'informel, de faire le maximum d'être en règle, parce que le ministre Jean-Marie Ogadaga l'a souligné dernièrement, lorsqu'il était question d'aider, de participer, n'est-ce pas, à la vie de certaines entreprises qui, pour la majorité, je le cite, n'étaient pas enregistrées, n'étaient pas dans les normes. Donc c'est l'occasion pour nous ici, au niveau de Gabon Eco, d'inviter justement les uns et les autres à simplement s'aligner et à remplir les conditions qu'il faut pour être une entreprise viable, une entreprise reconnue par les pouvoirs publics. Gabon Eco, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Ankevele. Monsieur Badouma, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais le temps va à une vitesse vertigineuse. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors, en tant que spécialiste des questions économiques, est-ce que vous ne pensez pas que les pouvoirs publics, l'État gabonais devrait revoir sa copie en termes de stratégie d'économie? Est-ce que le Covid ne va pas donner une autre vision ou une autre manière de voir, je me répète, à nos pouvoirs publics de revoir leur copie? Oui, bon, on va dire que le gouvernement est responsable. Je pars sur le principe que le gouvernement est responsable. D'après les déclarations du directeur général de l'économie et de la législation financière, M. Alini, dans nos colonnes à l'Union, il évalue à peu près à 700 milliards les pertes cette année. C'est énorme. C'est énorme. Ailleurs, en Chine notamment, parce que j'ai suivi la crise dès le début, la Banque centrale chinoise a mis en place un fonds de 97 500 milliards, à peu près le budget du Gabon pendant 30 ans, pour juguler la crise. Énorme. Donc, il fallait effectivement prévoir un fonds pour accompagner. Il ne s'agit pas de parents en l'air, il faut vraiment un fonds. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, c'est des pédales. On aura des répercussions à court terme, c'est-à-dire là, dans l'immédiat, on n'aura pas d'impôts, les entreprises vont dire on n'a pas travaillé, et donc il y aura moins de TVA parce qu'on n'a pas beaucoup vendu, etc., etc. Il y aura un impact sur les recettes publiques, 700 milliards prévisionnels, ça peut être pire, ça peut être moins, mais on a à peu près ce chiffre. Cette fourchette-là, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et à côté de ce chiffre, il y a une dimension qu'on voit souvent. La population actuelle qui est en train d'être formée, c'est celle qui sera opérationnelle dans 30 ans. Ils vont prendre les commandes du Gabon. Et donc, si ces jeunes-là d'aujourd'hui ne sont pas bien formés, dans 30 ans, ils ne seront pas efficaces. Ça, c'est une vérité. Ok. Vous pouvez le vérifier. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de se projeter, parce qu'il faut dire, la démographie devient un instrument de politique économique à long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, votre enfant qui a 20 ans, qui a 2 ans, je vais dire, dans 25 ans, c'est lui qui va prendre la relève de la famille. Vous serez vieillissant et affaibli. Et donc, quand vous investissez sur un enfant, c'est sur 25 ans, 30 ans que cet enfant prend la relève de la famille. Absolument. Et continue la chaîne de production. Et donc, cet enfant de 2 ans, de 3 ans, qui apprenant n'est pas bien formé, il ne sera pas compétitif par rapport aux autres. Donc, il y a la nécessité, en période de crise comme ça, de ne pas négliger la formation, parce que c'est le capital humain. Si nous ne sommes pas bien formés, en 2045, quand l'Afrique va être le centre de l'économie, ce sont les prévisions des Nations Unies, ce sont les prévisions de la plupart des analystes, on pourrait être fragilisé. L'autre élément important aussi, c'est que la crise doit donner une manière de revoir, de repenser, effectivement, comme vous l'a dit, M. Malécou, de repenser l'économie nationale. On a vu la dépendance dans un certain nombre de secteurs. On n'a pas eu, par exemple, de max. Au Maroc, dès que la crise s'est déclarée, et puis il y a eu lancement. Absolument. Le textile a été... Voilà, production des gels. Bon, ça on a essayé de faire avec une coque, production des gels. Mais au niveau des masques, on est défaillant. Donc il y a des secteurs comme ça, des crises qui nous révèlent que
il y a des opportunités, mais que nous ne pouvons pas le saisir parce que nous n'avons pas été préparés. Donc, désormais, à l'État de repenser globalement l'économie. Cela aussi peut se présenter en temps de guerre. C'est-à-dire qu'on aura des guerres modernes. Ce n'est pas le premier virus, ce n'est pas le dernier virus. Dans 30 ans, dans 50 ans, on pourra avoir un virus plus virulent que le Covid-19 qui va faire très mal. Et donc, ça aux États de se préparer. Comment réagir, comment faire en sorte que les citoyens aient accès au bien-être, à l'eau, en temps de crise sanitaire aiguë. Et donc ça, ce sont des choses qui se préparent et il faut effectivement que nos gouvernements prennent la mesure du conseil, mais aussi la responsabilité des Gabonais. De la société civile. La société civile. Donc c'est pas au gouvernement de tout faire. Même dans un pays, quand le gouvernement est défaillant, on prend la relève. On l'a vu dans les familles, vous avez un chef de famille, mais quand il est un peu trop fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour s'organiser pour que, effectivement, l'étranger, ceux qui nous regardent, ne voient pas qu'il y a défaillance du chef. Donc, si le gouvernement, effectivement, a beaucoup de choses à gérer, c'est aussi aux populations de prendre la responsabilité de la production. Je note, par exemple, que avec la crise du Covid à Libreville et le confinement, il y a eu le développement d'un certain nombre d'activités liées à l'alimentation. Donc, les populations sont organisées pour avoir accès à l'alimentation, outre que par les réseaux gouvernementaux, donc les kits prévus par le gouvernement. Il y en a qui sont organisés au sein de ce qu'on appelle le marketing des réseaux pour avoir accès aux aliments, pour ne pas dépendre. Donc tous ces éléments-là doivent amener à une réflexion profonde, à une prise en conscience des Gabonais eux-mêmes. Il faut produire, il faut s'investir dans l'économie. Monsieur Madouma, tout à l'heure, parmi les exemples que vous avez donnés, nous savons effectivement que le Gabon, au niveau d'un coq, produit de liquide hydroalcoolique, mais la réalité c'est que sur le marché, on ne le voit pas. Et nous savons aussi que certains pays, notamment des pays occidentaux et même en Afrique du Nord, il existe des bouches de liquide hydroalcoolique à pédale. Par contre, ce que nous constatons, et là encore les spécialistes de l'OMS ont dû corriger ça parce que ce que nous avons constaté, c'est que la majorité des cabines ou du moins des bacs liquide hydroalcoolique qui ont été exposés ici et là étaient manuels. Donc en fait, vous venez avec votre main en guillemets infecté, vous réutilisez. En fait, ce n'était pas adapté. Votre commentaire là-dessus? Le commentaire, c'est l'humanité corrige les choses au fur et à mesure qu'on découvre les défaillances. C'est-à-dire, aujourd'hui au Kenya, vous avez un jeune qui a créé une pédale pour se laver les mains. Donc, au lieu de prendre de l'eau, on appuie sur la pédale, on se lave les mains et là, on part les mains secs. Oui, il faut améliorer tout cela. C'est-à-dire qu'il y a même des niveaux d'exigence sanitaire plus élevés qu'on n'a pas appliqué au niveau du Gabon. Là aussi, il faut appeler que c'est une responsabilité collective. Quand on dit distanciation sociale, ce n'est pas le gouvernement qui viendra vous trouver dans un rang en train d'attendre le bus de transport et vous dire mettez-vous à 1 mètre ou 2 mètres. La fin du mois arrive, là justement vous faites penser aux 25 pour les fonctionnaires. Malheureusement, le constat qui a été fait, au-delà des dispositions prises par les pouvoirs publics, que les gens ont encore du mal à respecter la distanciation sociale. Dans certaines banques, ça a été bien respecté quand même. Au niveau d'autres banques, pour ne pas la citer, la banque qui est rénovation, ça a été quand même le chaos. C'est-à-dire que les gens... On a vu les images, au niveau de Gabon Première. Voilà, donc il faut ce niveau que... Il faut encore des efforts au niveau des citoyens. Mais c'est d'abord aux populations de comprendre, de prendre en charge leur propre responsabilité. Ma santé ne dépend pas de quelqu'un. Si on me demande de porter le masque, moi j'avais demandé dans mon poste à ce que les Gabonais mettent de masque 1 mois avant que le gouvernement ne décide. À la limite, je passais même pour quelqu'un de ridicule. On me disait oui, mais le masque n'est pas obligatoire, il est réservé aux malades, au personnel médical, au personnel infecté. 1 mois après, le gouvernement et l'OMS ont suivi. Donc à ce niveau aussi, c'est à nous de prendre la responsabilité de savoir que si on est bien portant, on peut prendre le virus, le contaminer à quelqu'un qui est plus faible, donc qui a un organisme moins résistant que le nôtre, et lui peut faire la maladie et peut-être en mourir. Et donc il y a cette responsabilité-là. Le virus vient nous mettre devant notre responsabilité, la responsabilité de ne pas être un véhicule de virus pour les personnes faibles. On peut se dire, je m'en fous, moi je le prends et je vis avec, parce que vous êtes robuste, parce que vous figurez parmi les 85% des personnes qui peuvent vivre avec ce virus-là. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui sont moins résistantes, que vous pouvez contaminer sans le savoir, sans se rendre compte, et qui peuvent, ces personnes, elles, perdre leur vie. Et donc, il y a une question de responsabilité. Et en économie aussi, c'est aux Gabonais d'avoir la responsabilité. Moi, je suis journaliste, je suis planteur de bananes et de manioc. Donc, ça me permet non seulement d'avoir des compléments de revenus ou d'avoir de la nourriture sans acheter. Donc, je ne dépense plus pour acheter ma nourriture, pour acheter mon manioc, pour acheter le piment, parce que je plante. Et la même chose, tout le monde doit le faire. C'est lancer dans des activités économiques. C'est la responsabilité des Gabonais. Il faut occuper des espaces. C'est pas facile. Il n'y a pas des peuples qui ont été désignés pour faire du commerce et d'autres pas. C'est une question de culture et de volonté. La crise doit être pour nous une occasion de saisir des opportunités. Vous avez vu, quand il y a eu pénurie de masques à Libreville, il y en a qui ont saisi des opportunités en faisant des masques
à base des tissus, eh bien, ils ont empoché de l'argent pendant que d'autres perdaient de l'argent en restant à la maison. Absolument. Alors, monsieur Innocent Badouma, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons une petite colle comme ça, pour nos invités. C'est de rappeler aux auditeurs les mesures barrières, ou dans votre langue vernaculaire, ou en français. Oh là là. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Mais si vous pouvez le faire en langue vernaculaire, ce serait très très original. Mais si vous le faites en français, ce n'est pas moins original. L'essentiel pour nous, c'est de toucher le maximum de personnes. Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un journaliste émérite, reconnu, lu quasiment tous les jours. Vous avez la parole. Ben, je vais le faire en français parce que en fait, j'appartiens à plusieurs provinces. D'accord. Ouais, Pour ne pas faire des jaloux. Voilà, par mes parents. Ce que je vais dire, la première chose, c'est qu'il faut se laver fréquemment les mains. Si vous avez du gel, faites-le avec du gel. Évitez très souvent de toucher votre visage. Parce qu'en fait, le virus, vous avez sur les doigts, sur les bouts de doigts, et dès que vous le mettez sur les narines, etc., lui, il pénètre à l'intérieur ou aux oreilles. Donc, il faut éviter de se toucher le visage. Ça, c'est mes réflexes, c'est pas recommandé par l'OMS. Donc, c'est laver les mains, éviter de se toucher le visage, respecter la distanciation sociale. C'est quoi la distanciation sociale? Le virus, lui, il y a des études, bon, on va pas alarmer les gens. Il y a des études qui ont dit, il peut se propager d'une personne à une autre, mais il faut se tenir à 1 mètre minimum. Moi, je me tiens souvent à 1,5 mètre. Donc même dans la foulée, quand il y a beaucoup de gens, je me retire. J'ai pas besoin de me bousculer parce que je ne sais pas qui est qui. Donc il faut respecter les distanciations sociales, les mesures barrières. Il y a d'autres gestes qui n'ont pas été mis en place. Tousser. Donc quand vous toussez, évitez de propager votre toux parce que si vous êtes porteur du virus, ça peut aller vers une autre personne. Et donc oui, il faut tousser dans le coude pour que ça n'aille pas loin. Portez le masque, c'est très important. Portez le masque quand vous parlez en public. Souvent au boulot, je le fais aussi. C'est désinfecter de temps en temps les instruments qu'on touche. Par exemple, là, vous m'avez prêté votre stylo. Ben, je vais faire cet effort de ne pas toucher mon visage jusqu'à ce que j'ai du gel. Et voilà. Et vous aussi, quand vous allez reprendre, désinfecter le stylo. Hier, j'ai fait un enregistrement sur le téléphone en interviewant un ministre. Et ben, tout de suite après, j'ai nettoyé mon téléphone au gel. Donc, c'est des réflexes comme ça qu'il faut avoir. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux conseiller aux Gabonais. Les mesures barrières, il faut les observer. La maladie, il faut être psychologiquement préparé. On ne sait pas combien de temps ça peut prendre pour le Gabon. On parle de 2 vagues. Ça peut redescendre comme ça peut revenir encore avec l'ouverture des frontières, des voyages qui ne vont pas manquer. Donc, il faut que le public, le peuple soit préparé. C'est difficile, c'est une première, mais rien n'est insurmontable à l'être humain. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Point final. À Gabon Éco de ce jour, nous recevions Monsieur Innocent Badouma, journaliste au quotidien L'Union, spécialiste des questions économiques et aussi ancien conseiller de membre du gouvernement pour ces questions. Avec lui, nous avons essayé de survoler les questions liées justement aux conséquences de cette pandémie-là, de Covid-19, dans l'économie gabonaise. Et nous espérons avoir satisfait, n'est-ce pas, aux questions que vous posez chez vous. Et dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. Vous aviez à la prise de son et à la réalisation chez Limanea et au micro, votre humble serviteur Gérard Malécou. Mon collègue Fabien Guillaume-Covélé avait une toux et n'a pas couru le risque de venir nous rejoindre. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le Covid-19. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Merci encore, M. Badouma, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Okay. Allez, ne quittez pas votre confort d'écoute. Restez toujours câblés sur les émissions de Radio Gabon. À bientôt. Vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.